Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer cette série de cours de cosmologie et géodynamique interne avec la deuxième vidéo du chapitre numéro 3. Après les caractéristiques de la Terre, on est maintenant dans la structure interne de la Terre où nous allons essayer de voir la sismologie qui est une méthode parmi d'autres pour la détermination de la structure interne de la Terre. Tout d'abord, je vais vous présenter la structure interne de la Terre établie par plusieurs chercheurs en combinant plusieurs méthodes. Du centre vers les périphéries, nous avons le noyau qui est formé par un noyau interne, dit également la graine terrestre, et un noyau externe. Et il y a le manteau subdivisé en manteau inférieur et manteau supérieur, et la croûte terrestre qui englobe la croûte océanique et la croûte continentale. Et entre certains niveaux, il y a des limites ou bien des discontinuités sismiques. La discontinuité de Mohorovici qui sépare la croûte terrestre du manteau supérieur et la discontinuité de Gutenberg qui sépare le noyau externe du manteau inférieur et la discontinuité de Lehmann qui sépare le noyau interne du noyau externe. Avec cette profondeur de 6371 km, comment les chercheurs ont pu avoir une image du globe terrestre? L'investigation des structures profondes et la proposition de ce modèle du globe terrestre passe par l'étude de la propagation des ondes sismiques à travers la Terre. Ces ondes prennent naissance à la suite d'un séisme ou tremblement de terre et l'étude de ces ondes a permis de proposer des modèles sismologiques du globe terrestre. Donc, l'accès à la structuration interne du globe terrestre, c'est-à-dire au modèle sismologique, n'a été rendu possible que par le développement des réseaux sismologiques mondiaux et de l'amélioration de la mesure du temps et de l'espace par les GPS. Et dans cette diapositive, nous allons voir quelques points importants dans l'historique du développement de la sismologie. Commençons par l'après-guerre qui est marquée par un effort de déploiement d'instruments de mesure et ce n'est qu'en 1956 qu'on assiste à un effort important pour installer des stations sismologiques. Et pendant la période de la guerre froide, cette période est marquée aussi par un progrès important de la sismologie à des fins militaires et des antennes de sismographes à faible ouverture sont installées dans plusieurs endroits pour localiser et estimer la puissance des tests nucléaires. Et avec l'installation de tous ces instruments, il y a eu toujours un problème de mesure de temps qui est réglé depuis l'ère satellitaire par les mesures du temps GPS. Cette image représente un sol qui est fracturé lors d'un tremblement de terre et les séismes sont liés à ces structures appelées failles. Et nous allons passer tout de suite pour découvrir ces structures à l'origine des séismes. Imaginez avec moi une masse rocheuse schématisée ici avec deux formations géologiques suite à une contrainte, quelle déformation, et une contrainte, c'est-à-dire une force exercée sur cette masse rocheuse, et cette roche ou bien cette masse rocheuse aura un comportement qui donnera un plissement ou bien et il se casse pour donner les failles, et les failles, comme nous l'avons dit, donc elles sont à l'origine des séismes, et nous allons passer pour voir quels sont les différents types de failles. Commençons par la faille dite faille normale qui est liée à des forces de distension et la distension est indiquée par les flèches rougeâtres à ce niveau. C'est une faille avec un plan qui est incliné et séparant deux compartiments rocheux et le glissement le long du plan de la faille se traduit par un écartement des deux compartiments et par l'abaissement du bloc supérieur par rapport au bloc inférieur, c'est-à-dire l'abaissement du bloc qui se situe en haut du plan de la faille
par rapport au bloc qui se situe en bas du plan de la faille. Et pour déterminer le type de faille, il faut toujours chercher des repères, par exemple la stratification. Dans notre exemple, nous avons une couche qui est noirâtre, qui a enregistré ou bien qui enregistre un mouvement vers le bas du bloc supérieur, et ça indique qu'il s'agit bien d'une faille qui est normale. Il y a d'autres structures que vous allez voir dans le module G244 de la tectonique en S4. Voici un exemple de faille normale. Notre repère, c'est ce niveau blanchâtre qui a enregistré un mouvement vers le bas du bloc supérieur, indiquant qu'il s'agit bien d'une faille qui est normale. Il y a aussi la faille inverse. Cette faille a la même géométrie que la faille normale. Ce qui change, c'est le sens du mouvement qui est dans le sens opposé de la faille normale. C'est pour cela qu'il est dite faille inverse. C'est une faille avec un plan qui est incliné et qui est lié à des forces de compression. Et la compression est indiquée par les flèches bleues. Et le glissement sur ce plan qui est incliné est traduit par le rapprochement des deux blocs ou bien des deux compartiments rocheux. Et si vous observez le repère, notre repère se déplace vers le haut, indiquant qu'il s'agit bien d'une faille qui est inverse. Et voici un exemple d'une faille inverse où notre repère est cette couche blanchâtre qui se déplace vers le haut, indiquant qu'il s'agit d'une faille qui est inverse. Notez bien que dans le cas d'une faille avec un plan qui est vertical et un mouvement qui est vertical, on ne parle pas d'une faille qui est normale ni d'une faille qui est inverse, mais on parle d'une faille qui est verticale. Il y a aussi la faille décrochante ou bien un décrochement. C'est une faille le long de laquelle les deux compartiments rocheux coulissent horizontalement l'un par rapport à l'autre, et les décrochements se rencontrent dans tous les types de contextes géodynamiques, et lorsque le mouvement se fait suivant plusieurs plans qui sont parallèles, on utilise le terme zone de cisaillement. Et dans ce type de faille, la contrainte arrive d'une manière qui est tangentielle, c'est-à-dire d'une manière qui est inclinée par rapport au plan de la faille. Et le déplacement peut être déterminé, comme les failles normales, les failles inverses, par les stries de glissement horizontal ou bien par les rejets de déplacement d'un filon. Donc ici, nous avons un repère qui est une formation géologique avec une couleur noirâtre, et ici un filon avec une couleur bleue. Et suivant le sens du déplacement, on définit deux types de décrochements. Il y a les décrochements célestes où le mouvement se fait dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et dans le cas inverse, c'est un décrochement dextre qui se fait dans le sens horaire. Une autre manière pour déterminer si le décrochement est dextre ou bien sinistre, il faut imaginer que vous êtes sur l'un des deux blocs, imaginez que vous êtes sur ce point noir et essayez d'observer votre repère en bleu ici. Et si on constate que le mouvement de ce repère se fait vers la droite, ça veut dire que le décrochement est dextre. Et sinon, dans l'autre cas inverse, le déplacement du repère se fait vers la gauche, ça veut dire que le décrochement est sinistre. À noter également qu'un décrochement est dit faille transformante lorsqu'il coïncide avec la limite entre deux plaques lithosphériques. Un exemple de ce type de faille, c'est la faille de San Andreas, située en Californie. C'est une faille en décrochement à la limite des plaques tectoniques pacifiques et nord-américaines. Et c'est une faille qui passe par plusieurs endroits au niveau de San Francisco et Los Angeles et qui engendre des séismes très importants et dévastateurs en Californie. Et voici une image Google Earth de la faille de San Andreas en décrochement dextre. Ce mouvement dextre est bien observable par le décalage du cours d'eau. Et voici le canyon créé par le jeu de la faille de San Andreas. Ce tableau résume les principaux séismes du système de la faille de San Andreas.
Et prenons un exemple parmi d'autres, c'est le séisme au niveau de la ville de San Francisco avec une magnitude de 7,8 et qui a engendré 3000 morts et 500 millions de dollars de dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire un séisme ou bien un tremblement de terre? C'est une secousse plus ou moins violente de la croûte terrestre résultante de la libération d'une grande quantité d'énergie dans la lithosphère. Cette énergie est libérée suite à une brusque rupture d'une faille ou bien d'un segment de faille, donnant naissance à des vibrations qui se propagent à travers les roches sous forme d'ondes sismiques. Et en arrivant en surface, ces ondes provoquent un mouvement du sol et selon l'amplitude et la fréquence des ondes sismiques, le séisme pourra occasionner des dommages aux constructions. Et par définition, une onde est une perturbation qui se propage dans le temps et dans l'espace en transportant de l'énergie. Par exemple, les ondes qui se propagent à la suite de la tombée d'un objet dans l'eau ou les ondes se propagent dans le temps et dans l'espace. Dans cet exemple, au temps T1, l'arrivée de l'onde est traduite par le soulèvement du deuxième bloc et au temps T2, le deuxième bloc retrouve sa forme initiale et le quatrième bloc bouge vers le bas. Et les longueurs d'onde varient en s'éloignant du point de départ, c'est-à-dire le point de départ de l'onde. Et une onde sismique est une onde mécanique qui correspond à la propagation d'un déplacement des particules du sol. C'est très important de savoir ces éléments d'un séisme que vous allez souvent entendre dans ce cours. Commençons par l'épicentre, appelé également le foyer sismique. C'est le lieu du déclenchement d'un séisme suite à la libération d'énergie par rupture d'une masse rocheuse. Et il y a l'épicentre, c'est le point qui se situe à la verticale du foyer sur la surface terrestre. Et il y a la distance focale, c'est la distance qui sépare le foyer et un point qui se situe à la surface terrestre. Et la distance focale minimale, c'est la distance focale qui sépare le foyer et l'épicentre. Et la distance épicentrale, c'est la distance qui sépare l'épicentre et la station sismique. Pour savoir comment les ondes se propagent dans le sol, nous allons prendre deux milieux différents avec des caractéristiques différentes. La limite entre les deux milieux est appelée discontinuité. Imaginez l'arrivée de l'onde sismique qui va se propager dans le premier milieu à la même vitesse et le même angle d'incidence ou bien l'angle d'arrivée, car le milieu est homogène. Et une fois arrivé à la discontinuité, comme l'effet du vitre transparent, une partie sera réfléchie, on parle d'une onde sismique réfléchie, et une partie se réfracte, c'est-à-dire il change d'angle d'incidence et il va se propager avec une autre vitesse dans le deuxième milieu. Et il y a une relation entre alpha, l'angle d'incidence, et bêta, l'angle de réfraction. Sinus alpha sur la vitesse de l'arrivée de l'onde dans le premier milieu qui est égal au sinus bêta sur la vitesse de l'onde dans le deuxième milieu. Dans ce schéma, nous avons également deux milieux avec des caractéristiques différentes. La vitesse des ondes dans le deuxième milieu est supérieure à la vitesse des ondes dans le premier milieu. Comme nous l'avons vu, la limite entre les deux milieux est appelée discontinuité. Suite à la rupture d'une masse rocheuse, un séisme se déclenche et les ondes se propagent sous forme de rails sismiques et plusieurs traînées d'ondes arrivent à la station sismique dont on peut distinguer différents types d'ondes. Il y a les ondes directes qui arrivent avec une vitesse constante en traversant juste la couche supérieure. Il y a les ondes réfléchies qui résultent de la réflexion
des ondes au niveau de la discontinuité entre les deux couches. À noter que l'angle d'incidence est le même que l'angle de réflexion. Et il y a aussi les ondes coniques avec une vitesse supérieure dans le deuxième milieu. Cette onde ne continue pas dans la couche inférieure. À un certain temps, l'onde va sortir avec le même angle d'incidence pour se propager dans le deuxième milieu et arriver à la station sismique. Et finalement, les ondes réfractées qui changent d'angle et qui va continuer dans la couche inférieure jusqu'à la rencontre d'une autre limite pour que l'onde se réfracte ou s'éteint. Selon les endroits de naissance, les ondes sismiques peuvent être réparties en deux familles, les ondes de volume et les ondes de surface. Les ondes de volume se propagent dans tout le volume de la Terre. Ce sont des ondes sismiques de type élastique qui sont générées lors de la rupture des roches en profondeur. C'est pour cela que ces ondes sont dites ondes profondes. Ces ondes engendrées par un tremblement de terre s'observent facilement sur les enregistrements des stations proches. Et dans ces ondes de volume, on distingue les ondes P et les ondes S. Et les ondes de surface sont des ondes générées par l'arrivée des ondes de volume, c'est-à-dire les ondes P et S à la surface du globe terrestre, et ils ne se déplacent que dans les ondes superficielles de la Terre et sont à l'origine des principaux dégâts. Et dans ces ondes, on distingue les ondes L et les ondes R. Nous allons passer pour voir les caractéristiques des ondes P, les ondes S, les ondes L et les ondes R. Les ondes P arrivent les premières et sont dites ondes premières. Elles se propagent avec une amplitude qui est modérée, avec une vitesse qui varie en fonction du milieu traversé, et les vitesses sont de l'ordre de 5,5 à 12 km par seconde et 8 km par seconde en moyenne. Et le mouvement vertical du sol est moins ressenti, et lors du passage de l'onde, les roches sont alternativement comprimées et détendues comme un ressort, selon un mouvement qui est horizontal dans le sens de la propagation de l'onde. Ces ondes se propagent dans tous les types de milieux, y compris les gaz, les liquides, et les ondes sonores en particulier sont des ondes de type P. C'est la voix entendue parfois suite à l'arrivée des ondes P en surface. Nous avons dit que le mouvement des ondes ressemble à un ressort. Une fois relâchées, des ondes de dilatation et de compression sont créées et l'amplitude dépend de la force de l'étirement et du point d'arrivée, c'est-à-dire c'est une fonction du temps également. Et voici une modélisation du mouvement des ondes P dans ce modèle 3D qui est plus parlant. Les repères sont ce carré noir et les lignes à ce niveau. Et une fois déclenchées, les ondes se déplacent vers l'avant en dilatation et compression. Et une fois l'onde arrive à notre repère noir, ce repère va subir une dilatation et ensuite une compression. Ce mouvement va continuer jusqu'à la fin de l'arrivée des ondes. Les ondes S arrivent en retard par rapport aux ondes P. Elles sont dites ondes secondes avec une vitesse de propagation qui est plus faible, de l'ordre de 3,5 à 6,5 km par seconde, et leurs amplitudes et leurs périodes caractéristiques sont plus grandes que celles des ondes P. Ces ondes s'accompagnent d'oscillations verticales du sol fortement ressenties dans le sens de la propagation de l'onde. Et lors du passage de ces ondes cisaillantes, les matériaux traversés sont distordus puis retrouvent leur forme initiale. Ces ondes ne se propagent que dans les milieux qui montrent une certaine résistance à la distorsion, et de ce fait, ils ne traversent pas le liquide.
Ces ondes ressemblent à une corde bougée verticalement et qui crée des ondulations où le mouvement vertical est perpendiculaire au sens du déplacement de l'onde. Ce modèle représente le mouvement des ondes S. Toujours, nos repères sont les lignes et le carré noir. Une fois que l'onde arrive à ce repère, il va subir une distorsion, puis il va retrouver sa forme initiale. Les ondes de lave sont des ondes proches des ondes S, mais en surface sans un mouvement qui est vertical. Le mouvement d'oscillation est horizontal, on va et vient perpendiculairement au sens de déplacement des ondes. Les ondes de lave se propagent à environ 4,5 km par seconde et en traversant tous les types de milieux. Et voici une autre illustration du mouvement horizontal de ces ondes qui cause de nombreux dégâts aux constructions. Et voici une modélisation 3D des ondes de lave. Une fois que l'onde arrive à ce repère, c'est-à-dire le carré noir, ce carré va suivre un mouvement qui est horizontal, perpendiculairement au sens du déplacement de l'onde, et ce mouvement va continuer jusqu'à la fin de l'arrivée des ondes ou bien l'atténuation des ondes. Les ondes de Rayleigh ont un déplacement complexe assez semblable à celui d'une poussière portée, avec un mouvement elliptique de déplacement de particules. Ce type d'onde se propage dans tous les types de milieux avec des vitesses constantes de l'ordre de 4,5 km par seconde. Et leur mouvement ressemble aussi à des vagues où les particules suivent des trajectoires elliptiques, et c'est ce type d'onde qui engendre plus de déformation au niveau des constructions. Et voici une modélisation 3D des ondes R. Toujours essayer de suivre le mouvement de notre repère noir qui va subir un mouvement elliptique. Une fois que l'onde lui arrive, ce carré va se déformer d'une manière intense que la déformation engendrée par les autres types d'ondes. Et ce schéma résume en quelque sorte la relation entre les différents types d'ondes en fonction de leur lieu de naissance et également la vitesse de propagation. Et dans le foyer sismique, suite à une rupture ou bien un glissement d'une faille, un séisme se déclenche et les ondes se propagent sous forme de rails sismiques. Et n'oubliez pas qu'au niveau de la limite entre les formations géologiques, c'est ce que nous avons appelé discontinuité, il y aura des réflexions et des réfractions des ondes jusqu'à l'arrivée à la surface pour donner naissance à des ondes de surface, en particulier les ondes R qui déforment le sol d'une manière qui est très intense. Et nous avons parlé des ondes sonores qui sont un type d'onde P engendrées par l'arrivée des ondes P en surface. La deuxième vidéo du chapitre numéro 3 arrive à son terme et à très bientôt dans la troisième vidéo.